Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, je retrouve l'avocat Pierre Gentillet pour faire un point sur la situation globale en ce début 2026, en abordant notamment le budget français, les accords sur le Mercosur, la situation des agriculteurs, mais aussi la situation de la France dans ses relations internationales au vu des élections présidentielles de 2027. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Gentillet, bonjour, bonne année et merci d'être avec nous ce matin. Merci, bonne année, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bilan un peu global en ce début d'année pour comprendre ce qui nous attend en France en cette nouvelle année et puis aussi fin 2025, ce qui s'est un petit peu passé. On va parler ensemble du budget français, du Mercosur, du Venezuela, mais aussi de la présidentielle 2027 qui finalement approche à grands pas. Alors pour commencer, aux dernières nouvelles, il a été annoncé que le PS ne voterait pas les motions de censure du RN et de LFI sur le Mercosur, alors que le gouvernement assurait pourtant avoir verrouillé cet accord pour protéger l'agriculture française. Qu'est-ce que vous pensez de ces dernières annonces, de la situation des agriculteurs en ce début d'année 2026 ? Écoutez, plusieurs choses. Déjà, pour parler effectivement de la situation des agriculteurs, malheureusement, c'est une pente qui ne cesse de s'aggraver. Vous savez que c'est une des professions qui est le plus touchée par le suicide. C'est une profession difficile, c'est une profession peu rémunérée, c'est une profession où le taux de pauvreté est plus élevé que la moyenne. Donc voilà, c'est une profession qui est en souffrance et surtout qui ne fait que s'étioler avec le temps. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle peut-être pas assez, c'est que par rapport à il y a 30, 40 ans, il y a aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais 3, 4, 5 fois moins d'agriculteurs, vous voyez. Donc c'est une profession qui est en train de disparaître. Et c'est ce sentiment de disparition que des syndicats pointent du doigt. Je pense par exemple à la coordination rurale qui se bat régulièrement pour faire entendre ses revendications et puis pour faire entendre aussi ce qui est les conditions de vie des agriculteurs. Voilà, donc la situation des agriculteurs, elle est grave et non seulement elle est ce qu'elle est, mais en plus de ça, on veut l'achever. Et c'est bien l'enjeu de ce traité, du traité du Mercosur, puisque le traité du Mercosur, c'est celui qui va achever, malheureusement je le crains, la mort de l'agriculture française, puisque nous allons mettre, il faut que les gens comprennent ça, nous allons mettre en concurrence nos agriculteurs avec des produits qui viennent, au cas particulier ici d'Amérique latine, qui ne répondent pas aux mêmes normes sanitaires, donc normes environnementales, dont les coûts de production sont évidemment bien moins élevés qu'en France et en Europe de manière générale. Donc, véritablement, ça, plus actuellement les produits ukrainiens qui se répandent sur le marché français et qui rajoutent encore une concurrence déloyale, tout cet ensemble est en train et va pour le Mercosur complètement, je le crains, détruire, les mots sont forts, mais détruire l'agriculture française. Donc c'est la question de sa survie qui se pose aujourd'hui. Et vous parliez tout à l'heure des socialistes. Écoutez, les socialistes sont entrés dans une logique de compromis et donc on le comprend de compromission. Une motion de censure va être déposée à la fois par la France insoumise, donc venant de la gauche, radicale, et de l'autre côté par le Rassemblement national. Ils ne voteront aucune des deux motions de censure parce qu'ils sont dans un accord avec le gouvernement. Et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que les socialistes, sans doute par trouille de perdre leurs électeurs, et aussi, n'oublions pas, les républicains. Les républicains ont accepté, désormais, c'est tacite, c'est pas compliqué, peu importe ce que fait le gouvernement, peu importe la situation du pays, les socialistes trouvent toujours, et les républicains avec eux, une excuse pour ne pas censurer ce gouvernement macroniste, on serait tenté de dire socialo-macroniste, aujourd'hui. Donc, rien de surprenant chez les socialistes. Ensuite, on en parlera après, parce que je sais que vous avez un programme dans votre émission, mais je pense que ça se paiera cher. Je pense que ça se paiera très cher, puisque les socialistes sont autant détestés de par la gauche, de par leur gauche, qui leur reproche, à juste titre, une trahison
à la fois du programme du Nouveau Populaire et puis aussi accessoirement des Français, et de l'autre côté, la majorité du pays. Je pense qu'ils sont en train de faire jeu égal en termes d'impopularité avec les macronistes. Parce que tout le monde voit bien que ce budget, c'est un peu beaucoup quand même le budget des socialistes. Donc les socialistes, de toute façon, vont avaler toutes les couleuvres pour une raison qui est simple. Comme les républicains, ils ne veulent pas de nouvelles élections. Ils ne veulent pas remettre en cause leur siège. Ce qui, accessoirement, est un mauvais calcul, puisque ces gens vont devoir, de toute façon, en 2027, puisqu'il y aura de nouvelles élections législatives, remettre en jeu leur mandat. Donc, si vous voulez, c'est reculer pour mieux sauter de la falaise, en réalité. Car ces gens-là vont être mis à un moment devant leurs responsabilités, devant leurs électeurs. Et de ce point de vue-là, il n'y a que deux forces qui soient très claires dans l'opposition, chacune très opposée l'une de l'autre, c'est la France Insoumise et le Rassemblement National. Et les autres seront des forces de compromission. Je pense que ça se payera très cher en 2027. Je pense que nous aurons une recomposition politique bien plus importante en 2027 que ce à quoi nous avons assisté en 2024 à l'issue des élections législatives. Enfin, on reviendra justement là-dessus un peu plus tard. Vous avez également abordé la question du budget. Et la France commence 2026 avec un budget sous contrainte et une dette qui est toujours plus élevée. Où est-ce que vous situez la ligne rouge et à quel moment on doit s'alarmer un peu des risques pour la France et les Français à ce niveau-là? Ah mais il faut s'alarmer tout de suite. C'est-à-dire que la ligne rouge, elle est franchie et malheureusement, elle est franchie depuis des années et des années. Je rappelle que nous avons un taux d'endettement du PIB qui est supérieur à, je vais dire de bêtises, mais je crois que c'est 120%. Nous avons un déficit qui ne cesse de déraper année après année. Accessoirement, je le rappelle encore, et je me rappelle, je l'avais dit sur votre chaîne, il me semble il y a des années, nous payons aussi un peu la dette Covid quand même. Il faut se rappeler. Moi, je veux quand même que les gens aient de la mémoire ici. C'est-à-dire que nous avons fait des choix, enfin le nous, c'est pas moi, c'est-à-dire que les macronistes ont fait des choix politiques, des choix budgétaires, les choix de confinement, j'y reviens, de fermeture d'établissements, donc, etc., et puis de compension, de distribution de sommes, etc. Et tout ça a accru considérablement la dette. Et donc, mécaniquement, eh bien, les taux d'intérêt, les emprunts, évidemment, sont plus difficiles maintenant. Et je vous rappelle que dans ce qu'on rembourse, on rembourse aussi une part non négligeable des intérêts de la dette. C'est quasiment l'équivalent du budget d'un ministère. Donc, ayons bien en tête que si nous en sommes là, c'est aussi du fait de choix politiques, de choix macronistes et d'une partie, il faut le dire malheureusement, du spectre politique, outre la Macronie, au-delà de la Macronie, qui a accepté ces mesures de confinement. J'insiste peut-être un peu là-dessus, pardon, mais je ne voudrais pas qu'on perde de mémoire les choix politiques qui ont été faits à ce moment-là, et de se dire que ce que nous subissons aujourd'hui n'est peut-être pas étranger avec ce qui s'est fait hier. Voilà. Maintenant, on est face à un budget clairement qui est à la fois un budget d'austérité et en même temps un budget socialiste. Ça, c'est très clair, avec les nouvelles taxes qui sont au programme. Je pense que les socialistes, aujourd'hui, ils sont de toute façon dans une logique d'accord sans participation au gouvernement avec les macronistes. Et donc, de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas, je pense, accepter un budget socialiste. Les seuls qui vont accepter ça, mais ils sont prêts à tout accepter, encore plus que les socialistes, c'est les républicains. Je pense que si on doit chercher un camp politique qui a moins d'honneur encore que les socialistes aujourd'hui, et au vu de ce qu'ils ont fait vis-à-vis du budget, ce sont les républicains. Ces gens ont tout trahi. Donc si des électeurs de droite nous entendent encore aujourd'hui, des électeurs de droite, les républicains, regardez ce que font vos députés. Regardez ce qu'ils votent à l'Assemblée. Ils ont laissé passer, par leur abstention sur la motion de censure préalable, un budget socialiste. Alors même que leur président Bruno Retailleau disait « on ne peut pas laisser passer ce budget ». Donc je pense que ce qu'il faut maintenant, on a les moyens de s'en sortir. Il ne faut pas être, quand je dis les lignes rouges sont dépassées, on a des moyens de s'en sortir. On a des pistes d'économie, je pense à la fraude fiscale, je pense bien évidemment à l'éléphant qui est dans la pièce, qui nous rapporterait des dizaines de milliards d'euros chaque année en économie, c'est bien évidemment le coût faramineux de l'immigration.
Et là, je vous renvoie au chiffrage qui avait été fait de manière générale, pas que sur les coûts de l'immigration, par le député Jean-Philippe Tanguy. Donc, on a les moyens de s'en sortir. Mais je pense que là, ce qu'il faut, surtout en amont de la présidentielle qui va arriver, et même des élections municipales, puisqu'on en parlera après, ça a une importance, il faut une prise de conscience. Il faut que les gens s'intéressent à ce que font leurs représentants, tant au niveau municipal, quelles sont leurs étiquettes politiques, qui soutiennent-ils, parce qu'on dit qu'un élu local c'est dépolitisé, ça on en reparlera, mais c'est relativement faux, ils engagent aussi avec eux un parti politique, et puis ce que font les députés. Donc je pense qu'il faut une prise de conscience. Je souhaite cette prise de conscience. Et là, peu importe, si vous voulez, de gauche, de droite, c'est regarder ce que font vos représentants. Voilà. Et à partir de là, acter le changement. Justement, il y a aussi eu quand même beaucoup de promesses de redressement, par exemple, par rapport au budget. Et beaucoup de Français ont le sentiment que rien ne change vraiment. Est-ce que, selon vous, c'est aussi un problème de courage politique ou de cadre européen, peut-être ? Je pense qu'il y a les deux. Le cadre européen, là, on est dedans, on est en plein dedans. C'est la question du Mercosur. Donc, bien évidemment, de toute façon, le cadre européen fait qu'aujourd'hui, tel qu'il est bâti, tel que les traités sont faits, c'est la Commission européenne qui a le pouvoir, en tout cas qui a le pouvoir le plus important. D'ailleurs, il y a le Conseil européen avec les chefs d'État, tout ça, ça devient un peu compliqué, mais c'est la Commission européenne qui a vraiment le pouvoir d'impulsion, qui a qui a vraiment la réalité du pouvoir aujourd'hui. Le Conseil européen, Conseil des chefs d'État, c'est en dernière instance. Bon. Maintenant, il y a un cadre européen, mais si vous voulez, ce cadre européen, il n'est là aussi que parce qu'il y a derrière des élites des élites politiques qui ont été mises au pouvoir, pour lesquelles, je rappelle, en 2022, une majorité de Français a décidé de faire barrage à je ne sais pas quoi d'ailleurs, puisque on se rend compte de plus en plus quand même par l'adhésion des Français que les Français peut-être se demandent aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils ont fait barrage et que la solution du second tour 2022 n'est probablement pas la bonne. En tout cas, j'espère qu'il y aura cette prise de conscience. Mais je pense que si ces élites sont aujourd'hui en place, c'est parce que malheureusement des gens ont voté pour. Il faut. Je suis pas en train de me flageller, vous comprenez bien mon propos, mais je pense qu'il faut une prise de conscience. Moi, je le dis assez souvent. C'est ce qui arrive là aussi. Emmanuel Macron, il n'est pas arrivé par magie. Alors certes, Madame von der Leyen, je suis d'accord. Elle n'a pas été élue. Ça, c'est très clair. Mais ensuite, elle a été choisie par des chefs d'État qui, eux, pour une bonne partie, ça dépend des modes de scrutin, ont été élus. Donc c'est aussi, j'en reviens, c'est le fil conducteur finalement de ce que je vous dis depuis le début, il faut une prise de conscience. Et il faut une prise de conscience des Français de ceux qui les trahissent. Ça, c'est le plus important. Les élites françaises, une part des élites françaises, sont en train de trahir les agriculteurs, les retraités, les Français qui travaillent. Et ça, il faut en avoir conscience. Et quand on a conscience, on vote. Donc c'est à la fois une question d'élite et c'est aussi, mais ça c'est lié, une question de courage politique. Bien sûr qu'il faut du courage politique demain pour dire non à l'Union européenne, qu'il faut du courage politique pour engager une réforme constitutionnelle indispensable. Il faut du courage politique aussi pour faire des référendums. Ce qui semble s'éloigner de plus en plus, puisque ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu, 21 ans qu'on n'a pas eu de référendum, depuis le référendum de 2005. Donc bien sûr qu'il faut du courage politique. Et bien pour ça, il faut aussi choisir les représentants politiques, et j'en reviens toujours à ceux qui nous écoutent, c'est à vous, et à votre entourage que vous allez peut-être convaincre, d'être dans ce travail aussi critique. La démocratie, c'est exigeant. C'est exigeant la démocratie. Ça suppose de se renseigner, de se documenter. Le simple fait, par exemple, j'imagine, de regarder les vidéos d'Omerta contribue à cette conscientisation. Il faut que le maximum de personnes soient des citoyens conscients de ce qui se passe, c'est le mot, dans la cité. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer. On a abordé justement l'Union européenne et la place aussi de la France dans l'Union européenne et puis l'influence qu'elle a sur la France. D'un point de vue plus international, entre l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, le monde semble entrer dans une logique de bloc. Est-ce que la France a aujourd'hui encore une voix indépendante ou est-ce que, comme vous l'avez déjà un peu évoqué, elle est un peu condamnée à suivre ses alliés ?
Alors, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que l'élection de Trump en 2016 et sa réélection a rebattu considérablement les cartes, et en tout cas pour la France, dans la mesure où pendant très longtemps nous étions quasiment une colonie américaine. J'exagère un peu, peut-être de tous les États européens, la France était le moins colonisé par les États-Unis. Mais il n'empêche que l'influence américaine, et ça, nombre de présidents français, que ce soit le président Mitterrand ou le président Chirac, en ont parlé, la France était clairement sous influence américaine. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle n'est plus sous influence américaine, bien sûr. La France, on l'a vu, a peur quand même. Parfois, je suis les déclarations de Donald Trump et il raconte des entretiens qu'il a eus avec Emmanuel Macron et il explique comment est-ce qu'il peut lui tordre le bras. Je repense à cet échange notamment sur la hausse des droits de douane sur les médicaments. Les Américains ont encore un pouvoir d'influence, mais ils se désintéressent peu à peu de l'Europe et se désintéressent de la France. Et ce faisant, s'ouvre pour nous une fenêtre. Alors, ensuite, il faut les élites qui soient responsables pour ça. Une fenêtre d'opportunité pour que la France retrouve une forme d'indépendance. Puisque les Américains, aujourd'hui, vont se recentrer sur leur continent, et même plus que sur leur continent, je pense vraiment sur leur hémisphère. Ils ont ce qu'on appelle la politique hémisphérique. Ça suppose donc, mais pas aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus les moyens d'être, vous savez l'expression, le gendarme du monde. Donc ils se retirent progressivement d'un certain nombre de théâtres d'opération pour en investir d'autres, mais un peu en Asie et surtout, on l'a vu, sur leur continent. Donc peut-être effectivement, y a-t-il une fenêtre d'opportunité pour que la France soit aujourd'hui fidèle à la tradition qui a été celle très longtemps d'une troisième voie, qui a bien sûr été très importante au moment où le général de Gaulle était aux responsabilités. Ensuite, à nous aussi d'inventer. On regarde dans le rétroviseur, c'est bien, mais il s'agit aussi de voir aussi ce que nous on peut faire avec les enjeux d'aujourd'hui. Donc il y a potentiellement une fenêtre d'opportunité. Pour ça, en tout cas, il faudrait d'abord que effectivement le contexte international se détende un peu, en particulier bien sûr pour nous en Europe, en Ukraine, en espérant que la paix intervienne le plus vite possible. Et après, ça supposera bien sûr que ceux qui sont à la tête de l'État français aient le souhait d'une politique indépendante qui puisse justement dialoguer entre ces différents blocs et de ce fait tirer son épingle du jeu. Je pense que ça, c'est tout à fait possible. Alors en Amérique latine, un peu plus précisément, la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis vous a inspiré un post sur X qui a suscité beaucoup de réactions. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus ce que vous avez tweeté et puis votre position là-dessus ? Eh bien, c'est-à-dire que, je rappelle effectivement un petit peu les faits. Nicolás Maduro a été renversé, il s'est fait enlever. C'est une opération d'enlèvement, de piraterie, complètement contraire évidemment au droit international. C'est une violation de souveraineté. Bon, voilà, quoi. Les États-Unis refont ce qu'ils ont fait au siècle dernier, puisque je vous rappelle qu'ils ont parfois ouvertement, parfois au moyen de la CIA, renversé des gouvernements qui leur étaient hostiles. Sauf que à partir des années 90, les États-Unis avaient soi-disant commencé à changer un peu. C'est pas qu'ils se désintéressaient du continent, mais on a vu effectivement quelques régimes un peu plus hostiles, notamment au Venezuela, arriver aux responsabilités. Moi, ce que j'ai voulu dire à l'occasion de cet événement, c'est essayer de poser un petit peu les choses à froid, et au fond, plus que de déplorer, essayer d'analyser ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant, parce que nous, fondamentalement, Français, on peut rien faire. Je pense qu'il faut bien comprendre. On peut commenter, c'est très bien, mais on ne va pas envoyer l'armée. Et puis, accessoirement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de sanctions, étrangement, contre le gaz américain. C'est surprenant, d'ailleurs, accessoirement. Quand il y a moi, je pensais bêtement que quand il y avait une invasion ou une violation de souveraineté par un État tiers, à ce moment-là, l'État tiers se voyait infliger des sanctions au nom du droit international. Bon, il semblerait que le droit international soit toujours fonction et variable de la force de celui qui intervient. Je referme cette parenthèse. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que
tout ça nous impose évidemment une certaine cohérence, en tout cas en France. Il est difficile de ne pas condamner ce qui s'est passé, mais ensuite on condamne, mais on ne peut rien faire. Parce qu'à ce moment-là, si on ne condamne pas ce qui s'est passé au Venezuela, comment peut-on condamner l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, si vous voulez. Bon. Moi, de ce point de vue-là, je suis assez cohérent, puisque dès le premier jour de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, j'avais publié un long texte sur Twitter, où évidemment j'indiquais que c'était une violation de souveraineté qui était inadmissible. Sauf que, vous voyez, moi je suis cohérent, pour le Venezuela aussi. Et il s'agit quand même de se raccrocher un petit peu sur des principes. Alors évidemment, et c'est ça qui est intéressant, vous avez un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux, de gens qui, ou même pas que sur les réseaux sociaux d'ailleurs, qui se sont dit, après tout c'est plutôt bien, c'est un régime socialiste, gauchiste qui tombe, et donc c'est une très bonne chose. Très bien, mais à ce moment-là, qu'on n'invoque plus les principes. C'est tout, si vous voulez. C'est-à-dire que là, il y a un deux poids, deux mesures qui est flagrant. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on intervient sur la scène internationale au nom de principes, ou alors est-ce que ces principes se plient dès l'instant que, nouvelle règle, là on peut renverser dès l'instant qu'il s'agit d'un régime qui ne nous convient pas. Et ce régime ne me convient pas. Évidemment, je ne suis pas ni socialiste ni communiste. Mais aujourd'hui, l'Occident peut se permettre de faire ça. Et qu'est-ce qu'il se passera demain avec une Afrique qui sera peut-être le premier continent en puissance démographique, probablement pas économique, mais en puissance démographique, mais avec des États plus puissants, avec l'Inde qui sera le premier continent, avec la Chine, avec toutes ces puissances émergentes. Est-ce qu'il ne faut pas mieux essayer de construire à minima, je dis bien minima parce que personnellement, moi je sais que le droit international, c'est quand même un outil relativement fragile, hein, et on l'a vu. Mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de poser un cadre minimal et essayer nous-mêmes de nous tenir à ce cadre minimal de droit international, parce que sinon, à ce moment-là, autant déclarer la guerre à tout le monde et autant être en guerre à tout le monde, autant dire que le droit international n'existe plus. On peut avoir cette position, très bien. Et on peut dire on intervient dans ces régimes parce que ce sont des régimes qui ne nous plaisent pas, bien sûr. On pourrait intervenir demain aussi en Corée du Nord, par exemple, vous voyez, dans un certain nombre d'États, en Birmanie ou en Algérie. On pourrait imaginer effectivement une attaque en Algérie, bien sûr. Mais encore une fois, nous parlons aujourd'hui en 2026. Est-ce que nous ne devons pas faire preuve de prudence? Est-ce que nous ne devons pas faire primer le principe de respect de souveraineté des États? Précisément, je pense que on devrait essayer de préserver un cadre minimal pour ces principes. Sinon, peut-être que demain, c'est ce que je vous dis, il est très difficile d'opposer à la Russie qu'elle ne peut pas envahir l'Ukraine, et elle le fait sans doute au nom de ses propres principes, de ses propres standards, quand de l'autre côté, Donald Trump attaque le Venezuela. Voilà, moi je pense que vis-à-vis des deux, on doit avoir une condamnation. Maintenant, et c'est ce que je disais en fin et en analyse de mon commentaire, c'est que ça doit nous permettre aussi de voir, ça c'était le deuxième temps de mon analyse, que Donald Trump n'est pas un impérialiste, mais il a son précaré. Il a sa zone, il a sa doctrine Monroe, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'intervient pas au nom des droits de l'homme. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'intervention de Donald Trump au Venezuela n'est pas une intervention contre l'axe du mal ou pour je ne sais quel principe moral, si vous voulez. Et c'est ça qu'il faut bien voir chez Trump. Trump n'est pas un néoconservateur. Il est dans une logique de puissance. La raison de son intervention, évidemment, tout le monde sait que c'est bidon, tout le monde sait que c'est bidon, c'est le prétexte qu'il invoque, ça, il y a sans doute du trafic, mais c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il a convié les principaux représentants pétroliers américains en leur disant « vous allez forer ». Bon voilà, donc on comprend que c'est à la fois une manière de se débarrasser d'un régime hostile et d'accroître le potentiel économique des industries américaines, voilà, de l'industrie pétrolière américaine. Mais il ne fait pas ça sur une base morale ou au nom des droits de l'homme. Et ça, je termine par ça, j'étais un peu long, excusez-moi, mais ça signe quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas un néoconservateur à ce stade.
Vis-à-vis de la Chine, c'est pareil. Vis-à-vis de la Chine, c'est l'ennemi. Hein. Mais il ne dit pas que cet ennemi, il faut le combattre parce qu'il viole les droits de l'homme, parce que ce sont de méchants bolcheviques, socialistes, ce que vous voulez. Il a une approche objective. C'est un adversaire économique. Bon. Et pour le Venezuela, ça aussi, c'est une cause objective. C'est une violation du droit, et en l'occurrence, selon lui ici, puisque il y aurait un chef d'État, ici, M. Maduro, qui se serait rendu coupable de trafic de drogue aggravé, etc., etc. Donc, je ne suis pas dupe, je sais très bien que ces fondements, en l'occurrence ici, ils sont faux, mais il ne fait plus la guerre au nom de la morale. Et ça c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Donc, à nous, de bien voir ça et de ne pas faire de la guerre au nom de la morale. Et si guerre, un jour, il y a à faire, je ne le souhaite pas, évidemment, ou en tout cas politique de puissance, eh bien, justement, ce n'est pas au nom de la morale, c'est au nom de nos intérêts. Donald Trump, il fait la guerre au nom de ses intérêts. Il a une politique agressive en matière de politique internationale au nom de ses intérêts. Et ça nous ouvre un corridor de compréhension, que chacun respecte ses intérêts et chacun respecte sa zone de puissance. Voilà, à mon avis, ce qui va advenir dans les années à venir, si la politique trumpienne est confirmée, bien sûr. Si on reprend justement aussi, pour terminer cette émission, tous ces principes que vous avez abordés, ces différents intérêts, et aussi l'appel de prise de conscience dont vous avez parlé, notamment chez les Français, en quoi la présidentielle de 2027 peut-elle être un vrai tournant? Est-ce qu'il peut vraiment y avoir un changement au niveau de cette présidentielle qui illustrerait finalement cette prise de conscience que vous avez évoquée? Alors, je pense qu'effectivement, l'élection présidentielle de 2027 sera sans doute une des élections les plus clivantes de toute la Ve République. Puisque aujourd'hui, au moment où on se parle, les deux forces les plus puissantes, c'est d'une part la France insoumise et d'autre part le Rassemblement national, qui sont deux forces antagonistes comme nous n'avons jamais vu depuis le début de la Ve République. Le Parti socialiste et l'UMP, bon, c'était la gauche et la droite, mais si vous voulez, à la fin, ces gens-là arrivaient, on l'a vu, c'est ce qu'on appelait l'UMPS, arrivaient à s'entendre, en particulier sur le cadre européen, etc., etc. Là, on est vraiment face à deux forces qui, sur des questions, par exemple, on prend les questions migratoires, sur les questions sécuritaires, sur les questions d'islamisme, ou même sur des questions économiques aussi, sont en opposition assez frontale. Et puis aussi, deux cultures politiques très différentes. L'extrême gauche, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui qu'il décline sensiblement, non pas dans les intentions de vote, mais en tout cas dans l'image positive que les Français en ont. Donc aujourd'hui, 2027 s'annonce effectivement comme un choc entre deux forces. Ceux qui sont entre ces forces pourraient exister, mais la difficulté, c'est qu'elles se sont toutes compromises au moment du budget. Alors ce bloc central, qui part du Parti socialiste finalement aujourd'hui, pour aller jusqu'aux Républicains, c'est un grand flou. Et je pense que ce grand flou va être amené à s'étioler, puisque les vrais, entre guillemets, socialistes, ceux qui auront vraiment été déçus de l'attitude du PS, et il y en a, rejoindront le bloc de gauche, qui est probablement dirigé par Jean-Luc Mélenchon, et de l'autre côté, ceux qui comprennent la trahison, énième trahison de la droite, s'il fallait encore avoir des doutes, eh bien, rejoindront le bloc national de Marine Le Pen, d'Éric Ciotti, etc. Et ça, à mon avis, ça va cliver considérablement l'élection présidentielle, et ce sera un moment de vérité. Puisque si le second tour oppose le Rassemblement national à la France insoumise, je pense qu'on ne vivra pas de moment plus conflictuel. En tout cas, je pense que de toute notre histoire, il n'y aura pas de moment plus conflictuel que celui-là, et pas de moment plus frontal. Donc oui, 2027, je pense que ça va être un moment frontal, mais en même temps, et c'est une bonne chose, c'est un moment de vérité. C'est-à-dire, voilà, là on a vraiment deux modèles qui s'opposent, et les Français devront faire un choix, j'espère qu'ils feront le bon bien sûr, mais ce sera un moment de vérité. Ça, plus que 2022, plus que 2017, plus que toutes les autres élections, c'est certain. Eh bien, Monsieur Gentil, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir partagé votre expertise, et on espère vous revoir prochainement sur Omerta. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.
Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain!